Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, on va attendre encore quelques minutes. Il Bonjour. manque encore quelques intervenants. Du coup, j'en profite. Saïd, Séverine, je crois que j'ai vu Séverine se connecter. Je ne sais Oui. pas si côté assurance maladie, nous aurons aussi Yesa qui se joindra à nous ou pas. Oui, Alors. je viens de me connecter. Ah, Bonjour. parfait. Bonjour. Et du coup, il nous manque côté DNS, je crois. On va attendre quelques minutes encore. Elisabeth Spitt, 15%. Bonjour. Bonjour. Alors, pour tous ceux qui se joignent à nous, alors pour justement faciliter cette session, on vous invite à couper vos micros et si vous avez des difficultés à voir ou à m'entendre, n'hésitez pas justement à l'indiquer dans le fil de discussion. Du coup, j'en profite. Si vous voyez bien l'écran, normalement, vous devez voir l'écran qui est projeté. Il suffit de nous faire un petit pouce pour nous indiquer, normalement, vous avez la possibilité pour savoir si c'est OK pour tout le monde. Parfait, je vois que ça fonctionne. Et du coup, je crois que Pierre s'est joint à nous. Parfait. Donc, je crois qu'on est au complet au niveau des intervenants. Donc, je vous propose de commencer cette session. Donc, bienvenue encore à tous à ce Dites-nous tout. Donc, on vous a une petite diapo suivante, un petit rappel justement sur les bonnes pratiques lors des webinaires des Dites-nous tout. Donc, de couper bien sûr vos micros, vos caméras, notamment lorsque vous ne prenez pas la parole. Lorsque vous avez des questions à poser aux différents intervenants, n'hésitez pas soit à le faire tout le long du webinaire, donc au travers du fil de discussion. Si vous souhaitez prendre la parole, vous avez la possibilité d'activer l'option lever la main et on vous donnera la parole. Et là, vous pourrez ouvrir vos micros et vos caméras pour poser directement vos questions. Donc, pour ceux qui découvrent les Dites-nous tout, j'en profite pour faire un petit rappel. Donc, c'est des Dites-nous tout qui sont des temps dédiés. Le format qui était initialement d'1h30 durant l'année 2024 rebascule sur un format d'1 heure puisque la demi-heure était consacrée dans le cadre de l'expérimentation et l'expérimentation arrive à sa fin côté médico-social. Donc, on retombe sur un format classique. Cela ne veut pas dire que le médico-social n'est pas invité au Dites-nous tout. Au contraire, vous basculez sur la partie dite générale. Donc, j'espère au contraire que la communauté va s'agrandir encore. Donc, n'hésitez pas à continuer à venir au Dites-nous tout. Donc, les Dites-nous tout, c'est un temps où en fait, on va vous donner de l'information autour de mon espace santé, des évolutions, que ça soit produit, que ça soit aussi réglementaire et aussi quelques chiffres. C'est l'occasion aussi pour vous de nous poser des questions, alors soit en amont au travers d'un formulaire qui est disponible sur la page justement des webinaires, soit durant la séance, évidemment. Et puisqu'on favorise aussi les temps de retour d'expérience, vous pourrez aussi échanger avec vos confrères des collègues sur les usages qu'ils ont mis en place. Donc voilà un peu comment se passe les Dites-nous tout. Donc là, c'est l'ordre du jour un peu classique. Du coup, je passe la main à l'assurance maladie qui va justement nous parler des chiffres clés sur le déploiement de mon espace santé. Eh oui, c'est moi qui prends le relais. Donc, bonjour à tous. Donc, petit point sur les chiffres comme chaque mois. Alors, cette première slide pour parler des chiffres de l'activation de mon espace santé. Alors, la différence par rapport au mois précédent, je pense qu'on n'avait pas cette info. Vous pourrez le remarquer sur le petit schéma. On a, ça y est, dissocié les espaces santé fermés pour cause de décès et les espaces santé auxquels les patients se sont opposés. Donc, ça y est, on a bien deux données différentes, ce qui n'était pas le cas avant. Côté activation, on est toujours à 22% d'activation. Hein, la progression se poursuit. Et puis, sur le graphique au-dessous, là, sous l'évolution hebdo des messes activées, donc vous pouvez voir que depuis la semaine 39, on avait une très belle évolution avec une grosse baisse qui est arrivée semaine 44. Alors, semaine 39, c'était fin septembre de mémoire et semaine 44, c'est la dernière d'octobre.
On a rencontré des problèmes. On avait déjà dû vous dire qu'il y avait une campagne de notification qui était en cours, qui a débuté fin septembre et qui doit se prolonger jusqu'au mois de février. Cette campagne de notif, elle touche les usagers qui ont un espace santé ouvert mais non activé. Et là, on a rencontré des difficultés techniques sur l'envoi des notifications. Il y a eu un arrêt des notifications, donc ça se répercute très clairement entre autres sur les chiffres, sur l'évolution qui est beaucoup moins élevée du coup sur la semaine 44. Côté graphique, à droite, alors là, on voit que la courbe, elle repart à la hausse là entre août et septembre. Alors, je parle de la ligne qui représente les activations. On est passé de 440 000 activations en août à plus de 550, même 585 000, pardon, sur septembre. Donc, on verra le mois prochain si. Alors, l'évolution va se poursuivre, mais on verra à quel moment l'impact des notifications intervient aussi. Voilà ce qu'on peut dire sur les activations du profil. La slide suivante, on doit être sur l'alimentation du dossier par les usagers, enfin du dossier Mon Espace Santé, pardon, par les usagers. Donc là, ça y est, on approche les 3 millions de Mon Espace Santé alimentés par les patients, avec presque 6 millions de documents alimentés par l'usager. Alors, le podium est toujours le même d'un mois sur l'autre. En première position, c'est le profil médical Mon Espace Santé qui est alimenté et donc téléchargé dans la partie documents. Donc, c'est la subtilité sur laquelle on insiste aussi auprès des usagers, c'est-à-dire que compléter le profil médical, c'est très bien, mais si le patient ou l'usager, veut porter à connaissance des professionnels toutes ces informations qu'il a rentrées dans son profil médical, il doit bien entendu télécharger cette synthèse pour qu'elle arrive dans les documents. Volonté et droit du patient, deuxième document le plus alimenté, et enfin les comptes rendus de biologie déposés par le patient lui-même. Alors sur le graphique, pas de changement majeur par rapport au mois dernier. On voit qu'après une stagnation sur juillet-août, les alimentations par les patients sont reparties à la hausse sur septembre et octobre. Donc, affaire à suivre. On verra l'évolution, mais qui devrait continuer à se poursuivre à la hausse sur les mois prochains. Slide suivante, on va être sur la consultation du dossier médical par les usagers. Donc, les dossiers les documents les plus consultés par les usagers, donc compte rendu d'examen biologique, prescription et imagerie médicale, donc c'est là encore les mêmes d'un mois sur l'autre, et puis c'est le strict miroir des documents qui sont le plus alimentés par les professionnels de santé. Donc aujourd'hui, on est au 31 octobre, on était à près de 11 millions de Mon Espace Santé consultés par le patient ou l'usager lui-même et près de 32 millions de documents consultés. Et donc le graphique est assez visuel et permet de constater là encore la hausse après une stagnation qu'on retrouve sur tous les graphiques sur juillet-août. Durant la période estivale, on avait cette stagnation, mais c'est reparti à la hausse depuis septembre. Et il doit nous rester une dernière slide. Alors là, c'est l'alimentation du coup par les professionnels de santé, par les acteurs de santé. Quand je disais que les documents les plus consultés étaient ceux qui sont le plus alimentés, c'est ce qu'on voit sur le deuxième podium, là à gauche. Et puis, toujours les mêmes catégories de professionnels qui alimentent le plus, donc les professionnels de santé libéraux, bien évidemment, suivis des établissements de santé et des laboratoires de biologie. Alors, le graphique sur la droite, maintenant vous le connaissez parce que on est sur le même graphique tous les mois. Il présente ces informations-là de manière détaillée, et ce qu'on n'a pas sur le podium et qu'on a là, c'est les pharmacies, donc qui apparaissent sur ce graphique-là. Alors, on voit que les pharmacies, elles ont été très basses leurs alimentations ont été très minimes de janvier à août. Et là, depuis septembre, ça repart à la hausse. Mais comme vous le savez, c'est en lien aussi avec les campagnes de vaccination qui ont débuté. Et alors pour le coup, cette tendance devrait se poursuivre là, tout l'hiver, normalement. Les officines devraient alimenter les notes de vaccination et on devrait constater cette hausse tout l'hiver et au moins jusqu'à début d'année 2025, si tout va bien. Voilà pour ce qui est des chiffres clés.
Hop, merci, désolé. Le temps que je retrouve mon micro. Donc, normalement, nous avons Pierre avec nous qui va justement nous faire un C'est ça. retour d'expérience, enfin, plutôt un retour terrain, si je me trompe pas, sur justement les officines. Donc, je te laisse la main pour échanger sur les constats que tu as pu voir sur le terrain. Alors, moi, pas, non, moi en partie, puisque effectivement, j'en ai pris part, mais on a lancé toute une démarche d'études terrain. Peut-être, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, Pierre Dubreuil, moi, je suis directeur de projet sur mon espace santé, côté ministère, donc à la délégation au numérique en santé. L'idée de cette étude terrain, c'était effectivement d'étudier l'envoi d'ordonnances directement depuis mon espace santé vers les balles organisationnelles des officines. Alors ça, c'est une fonctionnalité qui existe depuis mai 2023, qui avait été développée à la demande des pharmaciens, de l'ordre et de leurs syndicats. Et nous, l'idée dans cette étude terrain, c'était de regarder comment cet usage se déploie, à la fois côté patient avec l'usage de la messagerie citoyenne, mais aussi côté pharmacie avec les obstacles potentiels à la commande et l'installation et l'utilisation des boîtes aux lettres organisationnelles. C'était aussi de dire quelle stratégie on peut adopter en transition, en attendant un peu la généralisation des API dans les LPS via la vague 2 du Ségur numérique pour l'officine. Et enfin, quel retour de terrain concret, opérationnel, on peut d'ores et déjà, desquels on peut d'ores et déjà tirer parti côté usager ou côté officine. Donc, en synthèse, développer une première compréhension des faibles taux d'usage sur ces cas d'usage d'envoi d'ordonnances via les officines et statuer sur un plan d'action pour accélérer ce cas d'usage que nous, on juge prioritaire pour tuer vraiment la partie j'envoie un mail avec mon ordonnance via une messagerie non sécurisée sur pharmaciebidule@gmail.com par exemple, comme on sait que ça existe et on l'a vu d'ailleurs dans l'étude terrain. Alors concrètement, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire 11 pharmacies dans 5 régions qui ont été recrutées soit par les grades, les ARS ou le réseau de l'assurance maladie. Une étude qui a été cadrée et annoncée en mai à Santexpo. Les officines ont été sélectionnées en juin. Et puis sur le terrain, on a pu dérouler cette étude de juillet à fin septembre, voire début octobre. Et le temps de mouliner tout ça en interne, on a fait le retour d'expérience aux participants et aux régions ce matin. Peut-être que certains d'entre vous y étaient. Sur la slide suivante, il y a qu'est-ce que ça voulait dire une étude terrain? Ça voulait dire deux choses. On avait imaginé un peu deux temporalités. La première, c'est au quotidien, tout au long de l'étude terrain, faire une sensibilisation à mon espace santé, donc avec un flyer, les flyers qui ont été déposés dans les officines pour pouvoir faire de la promotion de mon espace santé. Également un QR code qui était apposé sur le comptoir de l'officine ou également sur les affiches qu'on avait fait spécialement pour cette étude terrain. Et sur ce QR code, ça permettait d'aller vers un questionnaire qui alimentait les retours côté usager. Je vous présenterai les résultats juste après. Et donc, de manière ponctuelle, sur une demi-journée ou une journée, on a également organisé des stands de sensibilisation à mon espace santé pour la clientèle de ces officines volontaires. Voilà, avec un maximum de 3-4 personnes, en partie avec des ambassadeurs Mon Espace Santé également, et qui permettaient en live de tester cette fonctionnalité d'envoi d'une ordonnance à l'officine via Mon Espace Santé. Sur la slide suivante, je vous ai remis le questionnaire usager un peu en détail, mais du coup, on voulait savoir s'ils savaient que c'était possible d'utiliser Mon Espace Santé pour envoyer une ordonnance, comment ils jugeaient aujourd'hui la praticité de la fonctionnalité, ça leur donnait envie de l'utiliser, et est-ce qu'ils avaient déjà utilisé d'autres canaux d'envoi numérique d'ordonnance. Le plus intéressant, évidemment, du coup, c'est tous les résultats de cette étude terrain. Sur les 5 régions, toutes ont organisé des demi-journées dans l'ensemble des officines qui ont pris parti à l'étude terrain, donc avec des affiches, des flyers, mais aussi en allant beaucoup plus loin, des stands avec des kakémonos, des vidéos tutoriels qui tournaient sur les écrans qui étaient à disposition dans les officines, des goodies Mon Espace Santé qui ont été distribués par les coordinateurs régionaux, Mon Espace Santé ou les ambassadeurs. Et au final, c'est presque 500 patients qui ont été sensibilisés dans ce contexte-là de l'étude terrain officine. Sur les cas d'usage, du coup, qui ont été observés côté patient,
finalement, plutôt des résultats positivement surprenants, avec sur un total de 200 réponses au questionnaire, il y en avait 20% qui connaissaient déjà cette fonctionnalité d'envoi à mon espace d'ordonnance via mon espace santé. Sur ces 20%, donc ce qui représentait 41 patients, on n'en avait que 11 quand même qui l'avaient testé déjà cette fonctionnalité. Et sur ces 201 patients, à l'inverse, on en avait finalement un petit nombre qui avaient utilisé un autre canal numérique de transmission d'ordonnance avec le top 3 des usages qui ont été mentionnés, c'était l'envoi de l'ordonnance papier, même si bon, du coup, on sort finalement de l'envoi numérique, par mail, et puis via les Doctolib ou Care, qui sont surtout via la partie société de téléconsultation, où à la fin du rendez-vous, potentiellement on a une ordonnance et on peut l'envoyer à une pharmacie. Donc voilà ce qu'il en était sur la partie usagée finalement de cette étude terrain. Il manque une slide, je crois. Peut-être qu'elle est dans le... Ouais, je peux continuer. Du coup, continuons. Côté bénéfice et praticité de la fonctionnalité, finalement, on était assez positivement aussi surpris. Il y a déjà 20%, enfin 18% des patients qui sont vraiment promoteurs de la fonctionnalité, qui l'ont trouvé déjà pratique, alors que l'objectif même de l'étude terrain, c'était de faire le constat que aujourd'hui, c'est pas une pratique qui est développée, et donc on faisait un peu l'hypothèse que effectivement la praticité était en jeu. Donc effectivement, ça reste le cas quand même, hein, avec 48% qui ont un avis neutre vis-à-vis de la praticité actuelle de la fonctionnalité, et même 33% des répondants qui ne trouvaient la fonctionnalité pas pratique. À l'inverse, pour le coup, sur l'intérêt de cette fonctionnalité et l'envie de l'utiliser, là, pour le coup, on a 3/4 des répondants qui nous disent oui, j'ai envie d'utiliser cette fonctionnalité dans le futur. Donc, on a vraiment cette tension entre, on sent que c'est un cas d'usage qui peut prendre, il y a de l'adhésion sur le terrain, et c'est vrai qu'il y a quand même des irritants encore à mettre de côté et à résoudre. Sur la slide suivante, je vois qu'il manque une slide, je suis désolé, j'ai dû rater une étape, je pense que c'est de ma faute, désolé Nelsa. Juste pour vous dire qu'en amont de l'étude, on avait deux pharmacies seulement sur les 11 qui avaient déjà utilisé cette fonctionnalité. Pendant l'étude, on a pu convertir quasiment la totalité, donc 10 sur 11 ont au moins reçu une ordonnance, au moins testée avec une ordonnance, et la 11e ne l'a pas pu parce qu'il n'y avait pas de réseau dans la pharmacie, dans le centre commercial, dans le village où elle était, celle-ci, excusez-moi, et ce qui ne permettait pas de le tester en live. De cette étude terrain, on a remonté un certain nombre de suggestions d'amélioration de la fonctionnalité. On les a un peu découpées en deux grands thèmes, à la fois côté professionnel, avec renforcer la sensibilisation à l'acquisition d'une balle MSS organisationnelle, améliorer l'ergonomie du LGO, résoudre les problèmes des boîtes organisationnelles de manière générale. Avoir une notification par mail classique ne suffit pas pour développer les usages. Mettre en place du coup une notification de l'envoi d'un message par le patient sur le LGO directement, non-utilisation de la MSS de manière générale, et donc plus large que ce cas d'usage en particulier. La possibilité de mettre en place un QR code à l'officine qui permettrait d'envoyer rapidement son ordonnance via mon espace santé. Et voilà, d'autres points, notamment peut-être pour dire le dernier, là, le temps de réception des mails MSS à raccourcir, ou dans certains cas, on a vu des mails qui sont arrivés au bout de 15 minutes, donc ce qui est un cas d'usage, ce qui tue le cas d'usage au comptoir où j'envoie mon ordonnance que j'ai reçue dans mon espace santé. Côté patient, un gros sujet sur la communication, hein, où effectivement, on a de plus en plus de patients qui connaissent mon espace santé, qui savent que c'est utilisé et utile, mais il y a encore de la pédagogie à faire, hein, sur cette fonctionnalité en particulier de mon espace santé, qui est très peu connue. Par ailleurs, dans le produit, des propositions aussi d'amélioration pour mettre en avant la fonctionnalité de réception d'une ordonnance, hein, de manière visible. Et puis après, des sujets
plus de détails, mais qui n'en sont pas, hein, finalement, quand on veut mettre en place un cas d'usage. Retrouver la pharmacie dans les suggestions facilement. Le nom est différent entre le SIRET et le nom d'usage. Il n'y a pas de cartographie des pharmacies, donc on n'est pas sûr que c'est la bonne. Des sujets plus génériques, cette fois, autour de la connexion rapide et moins compliquée à mon espace santé, qui est pris en compte par ailleurs. Avoir la possibilité d'envoyer un mail sans pièce jointe et pouvoir greffer cette fonctionnalité à d'autres cas d'usage. Donc, j'envoie l'ordonnance sur une balorgue et puis peut-être derrière, il y a un mécanisme de livraison de médicaments à domicile qui est interconnecté, ou bien un pharmacien nous a aussi témoigné dans le sens d'une automatisation de la préparation de la commande par des robots en officine qui pourrait, du coup, ça pourrait être un maillon technique très, très pertinent. Je ne sais pas s'il y a les autres. C'est peut-être juste pour dire qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses qui ont été mis en avant dans les suggestions d'amélioration, qui vont être une réalité dans le futur avec le déploiement de la vague 2, hein, donc la balorgue MSS qui sera directement intégrée au LGO, les notifications des mails dans les LGO, l'intégration des documents directement dans les LGO également. Et puis tous les travaux en générique autour des usages de la MSS par ailleurs faciliteront forcément la mise en place de ces cas d'usage avec les pharmaciens. Et également des travaux en cours et au long cours, hein, accompagnement terrain pour répondre à ces irritants, hein, avec nos collègues en région, que ce soit GRAD, ARS ou Assurance Maladie, qui font un travail important de sensibilisation pour pouvoir promouvoir, répondre aux questions sur ces cas d'usage. Et puis les campagnes de communication grand public qui sont biannuelles pour l'instant côté assurance maladie, où il y a un effort très important en termes de communication, et là qui s'adresse effectivement à tous les publics, tous côté citoyens. Et puis finalement, côté produit, hein, l'étude est également précieuse pour pouvoir avoir des pistes d'amélioration, notamment au sein de l'application sur la compréhension de la fonctionnalité, pour pouvoir peut-être reprendre des termes qui correspondent mieux à ce qui est compris côté patient. La simplification de la connexion, qui est finalement une quête continue, hein, d'amélioration du parcours, sachant que typiquement sur téléphone, maintenant, c'est quand même vraiment très facile avec l'application. Et puis le renforcement de la présentation de la fonctionnalité, comment on peut la mettre en avant de manière un peu plus, un peu plus didactique. Merci Pierre. Je crois que c'est ta dernière diapo, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. On a des questions, alors des questions qui ne sont pas forcément en lien tout de suite avec l'étude, mais du coup qui fait partie des remontées qu'on a régulièrement. C'est: est-ce qu'il existe un patient test avec un espace de santé test qui pourrait être utilisé par les services informatiques? Alors malheureusement, il n'y a pas de patient test, il n'y a pas encore d'espace de test pour pouvoir faire par rapport à mon espace santé. Par ailleurs, j'en profite, je vous invite à aller voir sur la version mobile, puisqu'en fait, vous avez par contre un mode démo. Donc, quand il s'agit justement de pouvoir, en tant qu'ambassadeur, vouloir montrer, pas forcément son profil, mais montrer une version de démo, vous avez la possibilité de le faire depuis votre application. Voilà, ça, c'est l'information. Et du coup, Yeza, Séverine et Saïd, n'hésitez pas à me compléter si besoin. Voilà. Et Saïd confirme qu'il n'y a pas encore d'environnement de test pour mon espace santé. Du coup, je crois qu'il y a d'autres questions aussi qui sont dans un autre canal. Voilà. Donc là, ce n'est pas forcément les pharmaciens en officine, c'est plutôt les internes en pharmacie qui peuvent accéder au DMP. Il y a par contre un problème, les DMP apparaissent vierges alors qu'un pharmacien hospitalier accède au DMP de ces mêmes patients. Ils peuvent visualiser tous les documents qui y sont hébergés. L'utilisation du DMP est un vrai plus pour réaliser de la conciliation médicamenteuse et renforcer le lien ville-hôpital, mais elle est fréquemment réalisée par les internes en pharmacie, donc c'est un frein à l'usage. Avez-vous des informations à ce sujet? Merci à vous. Alors, je ne sais pas si tu as cette vision, Pierre, ou même côté assurance maladie, par rapport aux internes en pharmacie.
Alors, je n'ai pas la réponse à cette question précise, hein, mais les droits des professionnels de santé à accéder au DMP sont régis par la matrice d'habilitation. Donc, il faut vérifier si les internes en pharmacie sont bien présents et si oui, à quel endroit et quel droit ils ont. Mais effectivement, il est possible que des professionnels de santé qui ont accès ont des accès différents. Donc, il faudrait étudier le cas d'usage en profondeur. Est-ce que effectivement ils sont bien dans la matrice, mais ils n'ont pas accès aux documents qui étaient présents dans le DMP de la personne. Mais en tout cas, c'est bien noté. Il me semble qu'en tout cas, les internes sont bien présents dans la matrice, hein. Oui, normalement, ils sont présents, mais peut-être il faut aussi se rapprocher peut-être de Oui. l'éditeur. Peut-être il y a une erreur au niveau du paramétrage de ces profils. Donc, je crois que c'était Isaac qui j'ai entendu. Non? Non, oui, c'est ça, je confirmais vraiment ce qu'il disait Pierre. En fait, dans la matrice, ils sont habilités à pouvoir justement faire consulter le DMP et pouvoir alimenter à partir du moment où ils ont une carte CPF de professionnels de santé de formation. Donc, il n'y a pas de frein ou de blocage à ce niveau-là. Comme tu disais, après, c'est vraiment propre à un paramétrage logiciel métier. D'accord. Je viens de vérifier, effectivement, merci Liesa, mais c'est vrai qu'ils sont dans la même colonne que les pharmaciens, hein, pharmaciens, biologistes et internes. Donc, Et Oui, une bonjour. dernière Bonjour. question. Alors, du coup, je vois une main levée de Michel Firmin, si je ne me trompe pas. N'hésitez pas, vous pouvez prendre la parole. Oui, pour accéder au DMP, il faut non seulement être un professionnel de santé RPPS avec une carte CPS opérationnelle, mais il faut également qu'il y ait l'INS qui ait été validé, et il faut aussi qu'il y ait, si c'est une personne en situation de handicap, un accord pour qu'il y ait accès au DMP par le professionnel de santé. Oui. Et du coup, vous aviez une question ou c'était juste pour compléter Non, nos propos? c'est-à-dire qu'en fait, on a constaté qu'on n'avait pas accès au DMP. Je m'occupe d'un projet de Ségur numérique dans une association de secteur médico-social, et on a des personnes qui nous disaient on n'a pas accès au DMP. On a constaté qu'effectivement, il ne suffisait pas d'être un professionnel de santé, mais il fallait avoir une carte CPS opérationnelle, il fallait avoir l'INS validé, et il fallait un accord pour accéder au DMP de la part du patient. Tout à fait. Il y a un certain nombre. Oui, bien sûr. C'est Il y a peut-être ça tout qui un... pouvait faire qu'une personne qui est RPPS et qui a une carte CPS n'y avait pas accès à cause de ces points-là. Oui, et d'ailleurs, je vous invite à aller consulter la page de Mon Espace Santé parce qu'en fonction de la typologie des structures, des profils, il y a des mémos qui permettent de rappeler un peu les prérequis. Donc là, par exemple, j'ai le mémo qui est plutôt dédié aux professionnels libéraux, justement, où on rappelle un certain nombre d'informations qui sont l'enregistrement à l'ordre pour ceux qui sont concernés ou auprès des ARS. Après, la démarche pour obtenir justement la carte ou être enregistré RPPS+. Donc, il y a toute la partie prérequis qui est évoquée. Après, il y a bien sûr la partie organisationnelle qui va pouvoir impacter vos organisations en fonction de comment ça va évoluer dans vos pratiques. Et après, il y a l'alimentation dans un premier temps. Et puis, il y a un autre sujet qui est aussi en lien avec une expérimentation où en fait, on va vous faire un retour qui est prévu le 25 novembre. Donc, si vous ne l'avez pas dans vos agendas, je vous invite à y aller, qui est un retour sur la consultation de Mon Espace Santé par des structures du sanitaire. Donc là, c'est le prochain webinaire, sachant qu'à la suite de ce webinaire, normalement, soit en fin d'année, soit début d'année prochaine, il y aura un guide qui sera publié par l'assurance maladie pour permettre à toute personne qui a accès à Mon Espace, ou à la partie DMP le parti WebPS DMP, de pouvoir avoir un guide qui l'accompagne au pas à pas pour pouvoir faire la consultation. Donc voilà. Je vois qu'il y a encore d'autres mains levées et je prends juste une question qui est encore dans le fil de discussion rapidement. Bonjour, je suis dans l'inclusion numérique et ambassadeur. Je télécharge mes analyses sanguines sur Mon Espace Santé et j'apprends à mes apprenants du numérique à le faire. Mais cela reste des manipulations difficiles pour eux car il faut aussi numériser les documents. Comment inciter les laboratoires d'analyse privés à téléverser les documents sur Mon Espace Santé? Alors là, je vais commencer à initier. Il y a un couloir justement dédié au laboratoire. L'idée, c'est pareil que pour les officines. Il y a une montée de logiciels, il y a des appropriations. Donc, il y a des actions qui sont menées sur la partie laboratoire d'analyse.
pour justement retrouver tous ces comptes rendus, tous ces résultats dans mon espace santé. Et comme Séverine vous l'a présenté en début de séquence, on voit bien que les résultats de biologie sont les premiers documents parmi le top 3 qui apparaissent dans mon espace santé. Donc parfois, ils peuvent être alimentés par un laboratoire et dans certains cas, ça peut être par justement un usager. Et dans le cadre de l'usager, c'est vrai que la numérisation, il y a encore une étape à faire, mais après, avec les solutions qu'on a, c'est prendre une photo et en tout cas, quand on passe par la partie smartphone, on se rend compte que les usages, l'adoption se fait plus fortement que quand on passe par la version PC. Du coup, oui. Non, d'accord. Je pensais que c'était quelqu'un qui voulait compléter mes propos. Je crois Nico Gauthier, si je ne me trompe pas. Bonjour, Nicolas Gauthier, je suis du RPS infirmier en Pays de la Loire. Je fais juste une réaction par rapport au DMP et à nos usages. Alors moi, je suis qu'infirmier, je suis pas pharmacien ou autre, mais l'accès au DMP aujourd'hui, pour nous, professionnels de santé, elle est compliquée. Ça nécessite surtout, oui, effectivement, la carte CPS. Alors, est-ce que c'est lié à mon profil professionnel? J'ai juste besoin de connecter mon lecteur et ma carte CPS à mon navigateur. Et c'est le seul usage qu'on peut en avoir sur un PC et pas du tout sur une partie mobilité, ce qui est pourtant l'intérêt de notre profession. Mais néanmoins, pour rentrer toutes les vaccinations et avoir accès au DMP, c'est la seule solution. On n'a pas besoin pour nous d'avoir un INS qualifié. Il suffit juste d'avoir un accès sur mon DMP, version pro. Et voilà, donc peut-être que je ne sais pas comment le monsieur qui avait été intervenu là avait accédé. Mais voilà, nous pro-libéraux au quotidien, c'est malheureusement très compliqué et on peut très difficilement accéder, compléter et avoir les informations du DMP encore aujourd'hui. Alors oui, on attend un Ségur de version 1 pour nous et pas une version 2. Mais déjà, voilà, on attend avec impatience. Merci. Oui, du coup, vous passez par la version WebPS DMP où vous pouvez justement identifier le patient directement, soit par sa matricule, si je ne me trompe pas, soit via le lecteur de carte. Il me semble que la recherche approchante n'est plus disponible, en tout cas depuis juin. Voilà. On identifie nos patients juste avec leur numéro d'assurance maladie, c'est tout. Parce que dans le concret, quand on est chez nous à saisir parce que c'est à nos domiciles ou à nos cabinets, pour rentrer les informations, les données qu'on veut ou additionner des documents, on n'a pas le choix d'avoir notre carte CPS et on n'aura pas la carte vitale du patient. Donc, on ne peut pas lire en direct, on ne peut pas qualifier directement l'histoire. Donc, c'est une recherche par l'INS. Ouais. D'accord, merci pour ce retour. Je vois qu'il y a à nouveau Michel Firmin qui a la main levée. Je ne sais pas si c'est pour réagir ou si c'est un oubli. Non, il faut que je baisse la main. Ça. Ah oui. Du coup, merci beaucoup. Du coup, je vois qu'il y a une nouvelle main. Donc, Olivier, je ne vois pas la fin de nom. Olivier Doptin. Olivier Doptin, c'est moi-même. Donc, moi, je suis représentant des usagers. Au-delà de même, je reprends ce qui a été dit sur le laboratoire. En ce qui me concerne, mon laboratoire, il a fallu que avec un peu de ténacité, que j'insiste il y a déjà plus d'un an, pour effectivement que mes résultats sanguins n'arrivent plus sur ma messagerie Gmail, mais arrivent dans mon espace santé. Il a fallu, je dis bien, faire des prises de sang et attendre. Mais quelque part, ça leur a pris moins d'une minute de faire la bascule parce que tout était fait sur leur logiciel qu'ils avaient du groupe de laboratoire, mais quelque part, ils n'avaient pas fait la manœuvre. Ils l'ont fait pour moi, ils le font pour tout le monde maintenant puisque c'est fait. Donc, quelque part, il faut que les patients aussi que nous sommes, représentants d'usagers, France Asso Santé, en ce qui me concerne, il faut aussi que les patients se prennent en main, si je puis dire, et qu'on demande à nos professionnels, que ce soit la pharmacienne, que ce soit le laboratoire, que ce soit mon médecin traitant, pour leur dire qu'on a activé mon espace santé et qu'on aimerait bien que chez eux, ils fassent la bascule parce que quasiment tous mes professionnels de santé de mon équipe de soins primaires, ils avaient tous des logiciels qui le permettaient, mais ils n'avaient pas fait la bascule pour des raisons qui sont les… Voilà. Donc, y compris en labo, je pense qu'il y a beaucoup de labos qui sont déjà dans la boucle, mais ils n'ont pas fait le nécessaire pour aller simplement faire la bascule. Et maintenant, tous mes résultats depuis plus d'un an, que ça soit, y compris, tout arrive sur mon espace santé, ce qui me semble en termes de sécurité nettement mieux. Voilà ce que je voulais vous dire. Bah, écoutez,
Merci pour ce témoignage parce que c'est vraiment la preuve comme quoi, en fait, on participe tous chacun à nos niveaux. Là, c'est le rôle d'ambassadeur. Et c'est vrai que parfois, c'est juste des raisons de paramétrage. Ils sont pas forcément allés au bout du paramétrage. Et parfois, justement, face à un patient qui dit bah, moi, j'ai activé, j'aimerais bien recevoir, bah, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas fait les derniers paramétrages qui leur permettaient de faire cet envoi. Donc, merci encore pour ce témoignage. Je vois qu'il y a encore des questions dans le fil de discussion. Alors là, c'est plutôt peut-être, Pierre, tu vas peut-être revenir. Je ne sais pas si tu auras des éléments. C'est bonjour, est-ce qu'il a été envisagé de permettre la correction pharmaceutique des ordonnances dans le cadre d'interaction ou de rupture de stock? Est-ce que tu as eu des échos par rapport à ça sur l'étude terrain? Alors, ça, ce n'est pas des DSI qui sont connectés directement à mon espace santé. Donc, on n'a pas eu de retour direct sur cette question-là dans l'étude terrain. Ce qu'on a observé, par contre, c'est vrai que par rapport au stock, c'est plutôt l'autre côté de la chaîne, quoi. Là, vous parlez du stock de médicaments entre le pharmacien et son fournisseur. Nous, ce qu'on a pu tester, c'est typiquement un des bénéfices d'envoyer en avance en tant que patient son ordonnance à son pharmacien, c'est qu'il puisse vous dire ne venez pas, je n'ai pas encore reçu votre médicament parce que c'est un traitement spécial, par exemple. Et donc, ce bout-là de la chaîne a pu être testé dans l'étude terrain, mais l'autre bout, c'est un SI différent. Merci. Alors, du coup, je continue. Alors, bonjour. Pour les EHPAD, nous avons des logiciels de soins, un onglet DMP. Devons-nous demander l'autorisation aux résidents pour l'alimenter en vous remerciant? Donc, alors, j'en profite, hein, c'est ce que disait aussi tout début. Si vous alimentez, de toute façon, le patient sera informé. Donc, oui, on vous invite fortement à informer le patient que vous allez alimenter, puisque dans tous les cas, quand le DMP a été activé, les patients vont recevoir une notification pour les alerter qu'il y a un document qui a été mis à disposition sur leur espace. Donc là, il y a, par exemple, souvent, on le voit hein, pour des personnes qui sont en situation, des personnes âgées en résidence, souvent, c'est un proche qui a les contacts et du coup, et qui est informé. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir sur ce sujet-là et à voir quels sont les documents. Est-ce que ce document-là a vocation à être, on parle notamment du DLU, donc là, typiquement, s'il y a besoin d'aller aux urgences, oui, forcément, c'est intéressant d'avoir ces informations dans le DMP. Donc voilà, ça dépend vraiment des documents. Là, sans plus de détails, je ne peux pas vous apporter plus de précision. Il faudrait que vous nous dites des exemples de documents que vous souhaitez alimenter. Concernant la nuance entre alimenter et consulter, ça dépend vraiment de la matrice, c'est-à-dire que et aussi des cas d'usage. Par exemple, il y en a certains qui vont pouvoir être dans la capacité d'aller alimenter parce qu'ils ont des logiciels Ségur qui du coup le font de manière automatique ou parfois ils ont une action à faire. Donc ça, c'est on va dire, ses propres organisations de chaque structure. Et concernant la consultation, ça dépend vraiment des droits de chaque professionnel. Côté CNAM, je ne sais pas si vous voulez rajouter. IESA a déjà proposé des éléments. Ouais, des éléments de message plus bas, je crois. D'accord. Voilà, et parfait. Donc, avec tout le détail, parce que je vois aussi le temps dérouler. Ce que je vous propose, je vois qu'il y a quelques questions, c'est qu'on va prendre note de ces questions. On a encore un retour d'expérience à vous faire. Donc, on va prendre note et lors du Dites-nous tout de décembre, qu'on va d'ailleurs prochainement mettre en ligne sur la page de l'ANS, on essaiera de vous apporter les éléments de réponse. Du coup, si on passe sur la diapo suivante, je suis sincèrement désolée de ne pas pouvoir prendre plus de temps, mais nous avons avec nous Sophie-Anne, coordinatrice de la CPTS, Ego Lapurdi et Jérôme Sylvestre de ESAE. Donc, c'est la région Nouvelle-Aquitaine qui est avec nous, qui va justement parler de mon espace santé. Donc, du coup, je vous laisse. Bonjour. Bonjour à tous. Donc voilà, je suis Sophie Annet, je suis la coordinatrice de la CPTS Ego Lapurdi, donc située à Saint-Jean-de-Luz, dans le 64. Et on couvre 11 communes sur le territoire de la CPTS. Donc on a fait le choix de mettre dans notre projet de santé le déploiement de mon espace santé, justement,
pour pouvoir le diffuser et inciter les professionnels et les usagers à l'utiliser sur le territoire. Donc pour cela, avec l'aide d'ESEA, on a permis aux professionnels de se former à Mon Espace Santé en créant des formations donc ambassadeurs. Au sein de la CPTS, les professionnels venaient se former sur des temps courts entre midi et 2 ou des fins de journée à l'utilisation et à l'activation de Mon Espace Santé pour leurs patients. Ce qui nous a permis après justement de le déployer. Donc, certains professionnels de santé ont pu, au sein de leur cabinet ou à domicile de leurs patients, ouvrir les espaces santé de leurs propres patients. Et sinon, au niveau de la coordination avec ces ambassadeurs et les personnes de la coordination de la CPTS, on a mis en place des allées vers les patients justement pour aller au plus près d'eux et les aider dans la démarche d'activation de Mon Espace Santé. Donc, on l'a fait dans des clubs seniors, on le fait toujours, hein, on continue de le faire justement. Dans les établissements de santé, on en a fait quelques-uns, on a été sollicité par la polyclinique du secteur, du territoire. Donc, club senior, les mairies, et depuis peu, on fait des stands devant les pharmacies pour aider les patients qui ont leur carte vitale justement avec eux pour pouvoir activer leur espace santé. Et lors d'événements aussi donc organisés par la CPTS, tels que le Colon Tour ou le Village Prévention, on a souvent, quand on fait des événements, on a toujours un stand Mon Espace Santé pour permettre, faire connaître et aussi aider au déploiement de l'outil. Juste moi pour préciser, cette organisation qu'on a mis en place avec l'aide de la CPTS, ça nous permet à nous, au niveau du réseau des ambassadeurs, d'avoir un réseau qui est complètement autonome, c'est-à-dire qu'on intervient, nous, GIP, ESEA, et que occasionnellement sur des gros événements tels Village Prévention, Colon Tour, on vient les aider. Nous, on assure quand même tout ce qui est, on va dire, backup sur les formations, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'avantage de cette organisation-là pour nous, c'est qu'on a un circuit qui est complètement autonome, qui a pour objectif, qui est assez ambitieux, c'est que sur le territoire de la CPTS, il n'y ait pas un seul patient, pas un seul usager qui n'ait pas un espace santé qui n'est pas actif, quand ils s'y sont pas opposés, bien sûr. Et après, quand même, on a essayé d'impliquer dans cette aventure la Maison France Service de Saint-Jean-de-Luz, qui peut les soulager aussi, la CPTS, pour des activations de compte Mon Espace Santé. Donc, on a essayé de mailler le territoire au mieux, mais c'est vrai qu'on va dire qu'aujourd'hui, 90% voire même 99% du travail est fait par la CPTS elle-même et ses ambassadeurs. Donc, je tiens à préciser qu'ils sont des professionnels de santé qui vont faire la démarche d'activer des comptes, et ça, il faut vraiment le souligner. Donc, tous les mois à peu près, on a deux ou trois espaces santé. Voilà, allez, on appelle ça des cafés allées verts. Donc, on demande aux mairies ou aux établissements de nous prêter une petite salle et les gens peuvent venir et on les aide dans leur démarche, en fait. Ils vont vraiment en plus sur toutes les communes du territoire de la CPTS, et il n'y a pas que Saint-Jean-de-Luz, il y a aussi des communes un peu plus reculées. Donc c'est vraiment intéressant justement pour les publics qui sont un peu loin du numérique d'avoir ce contact, d'avoir cette possibilité d'activer. En plus, comme ils sont soignants, c'est sûr que le discours n'est pas tout à fait le même, parce qu'ils peuvent leur dire concrètement à quoi ça va servir d'avoir un espace santé actif. Donc c'est vraiment un relais pour nous qui est très important sur le territoire, qu'ils se soient autant impliqués dans ce projet-là. On passe à la diapo suivante. Oui, la diapo suivante. Donc, au niveau des témoignages des professionnels de santé, alors c'est vrai qu'ils n'ont pas tous encore les logiciels interopérables avec Mon Espace Santé. Mais certains, quand on active justement les espaces santé des patients, on voit que certains médecins, les laboratoires maintenant sur le territoire, généralement, tout le monde reçoit ses analyses sur Mon Espace Santé. Certains spécialistes l'utilisent aussi avec leur logiciel métier. Donc, les patients sont toujours surpris, sont toujours réticents au départ de les activer. Mais en fait, dès qu'ils voient qu'ils ont déjà leur ordonnance, qu'ils ont leurs résultats de radio ou de biologie, ils sont quand même, ils trouvent ça super intéressant et ils voient l'utilité de l'outil.
Les infirmiers maintenant qui vaccinent au domicile de leurs patients le Covid et la grippe, puisque c'est de saison, avec la nouvelle fonctionnalité, ils peuvent scanner la boîte du vaccin et ça incrémente directement mon espace santé du patient avec sa vaccination faite par le professionnel en question. Quoi dire de plus? Alors nous, on a opté dans le cadre de la CPTS et du soin non programmé, on a pris un outil Entracte. Donc c'est pour faire du soin non programmé sur le territoire entre les professionnels de santé. Et on est en train de voir avec eux, ils vont travailler justement sur l'interopérabilité de mon espace santé et de ce qui est saisi sur Entracte lors qu'il y a un déclenchement d'un professionnel pour un patient. Pour la partie soins non programmés, c'est quand même un point qui est très stratégique parce que c'est un petit peu aujourd'hui le trou dans la raquette, c'est-à-dire que quand il y a par exemple des équipes comme moi, SOS Médecins ou des médecins de garde qui interviennent sur des patients qui ne sont pas forcément les leurs, et c'est avoir la possibilité d'avoir accès à mon espace santé pour avoir l'antériorité de tout ce qui se passe. Et c'est vrai qu'au départ, quand on s'est rencontrés pour mettre en place ce projet-là, c'est vraiment ce qui était ressorti en premier dans l'objectif prioritaire, c'était comment ça se passe quand je vais intervenir chez quelqu'un que je ne connais pas pour avoir toute l'antériorité. Et c'est vrai que cette interopérabilité avec Entracte ou cette interopérabilité qu'il pourrait y avoir avec des logiciels comme SOS Médecins, c'est vraiment stratégique et du coup, c'est vraiment la grosse nécessité que l'ensemble des patients de la CPTS aient cet espace santé activé, parce qu'on est quand même sur une population qui n'est pas que jeune sur le territoire de la CPTS. Voilà, on le dit sincèrement, plutôt des publics âgés, donc c'est vrai que c'est assez stratégique cette interopérabilité, notamment avec Entracte et mon espace santé. Et même avec le côté patient, tous les vacanciers qui viennent l'été et qui se font soigner parce que pendant leurs vacances, ils sont malades, au moins avec mon espace santé, s'ils ont des antécédents, si tout est noté dessus, ça permet aux professionnels du territoire qui le prend en charge pendant ses vacances de pouvoir avoir une traçabilité de ce qui était fait avant et de justement après pouvoir mettre aussi pour le médecin traitant de ce patient qui va rentrer chez lui, voir ce qui a été fait qu'il a été pris en charge par un autre professionnel. Et la grosse perspective pour l'année en cours, les années futures, c'est que bien sûr sur tout le territoire, qu'on ait tous les patients qui aient des espaces santé activés, mais pas que activés, mais aussi consultables et aussi remplis par les traitements, que vraiment ils soient vraiment le plus complet possible pour vraiment que ce suivi soit de qualité. Parce que, comme le disait Sophie, c'est vrai qu'ici, on a beaucoup de gens qui viennent s'installer 6 mois ou qui viennent en vacances et qui repartent 6 mois, qui repartent 3 mois. Donc, c'est vrai qu'il y a une population qui est un peu différente que sur d'autres territoires. Et en plus, on a un mixte entre touristique, côtier et puis Pays Basque intérieur. Donc, il faut s'adapter à tous ces usages. Alors, du coup, je le précise, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu quelques applaudissements. Donc, encore bravo pour cette initiative et votre engagement. D'ailleurs, il y a une question par rapport justement aux professionnels qui sont mobilisés. Quel est le profil justement des professionnels qui sont impliqués dans ces allées vers le patient, promouvoir et activer mon espace santé? Donc ça, c'est la première question. Et si vous pouvez, si vous avez estimation du temps qui est consacré. D'ailleurs, je ne sais pas qui a encore son micro ouvert. Si vous pouvez fermer le micro, s'il vous plaît. C'est bon. Du coup, oui, excusez-moi. Donc, du coup, c'était première question, quel type de profil? Et la deuxième question, c'était le temps estimé, en tout cas dédié à ces activations, à cette promotion, pour savoir à peu près en termes d'investissement à quoi ça correspond. Alors, donc nous, les professionnels formés ambassadeurs, c'était surtout des infirmiers et des médecins. Donc, les médecins, eux, ils activent plus généralement mon espace santé pendant les consultations à leur cabinet.
Les infirmières essayent de le faire à domicile, mais c'est pas toujours facile parce que elles ont des tournées quand même assez chargées et c'est assez compliqué de le faire au domicile du patient qui des fois n'a pas de connexion Internet ou n'a pas forcément de téléphone qui le permettent ou de tablette. Mais ces infirmières participent justement à nos cafés à lait vert. Donc, sur des temps de repos ou des choses comme ça, elles viennent. Alors nous, les cafés à lait vert, c'est sur une matinée ou une après-midi, c'est de l'ordre de 3 heures maximum. Donc elles viennent sur ces temps-là avec la coordination et pour pouvoir ouvrir les espaces santé. On le fait par exemple aussi sur les collectes de sang, où c'est un public qui est plus jeune. Et c'est plus de la sensibilisation, mais c'est vrai que du coup, comme il y a beaucoup de passages, on sensibilise quand même beaucoup de personnes à l'activation de mon espace santé. Et puis après, on espère aussi qu'à la longue, les sollicitations des professionnels diminueront parce qu'on espère que tout le monde ait son espace santé activé et du coup, on aura plus que quelques activations à la marge et du coup, qu'on pourra peut-être rerouter vers la France Service tout simplement et plus avoir tout ce travail titanesque qui est fait en amont. Pas avec bon, il y a les cafés, il y a les stands un peu partout, il y a les villages prévention. Il y a quand même pas que il y a toute une machine qui a été mise en route qui est assez importante et qui fait qu'on espère qu'à long terme, on n'aura plus besoin de faire tout ça. Merci. Toujours une question un peu en lien, c'est un retour. Isabelle qui nous dit dans son département, les usagers activent mon espace santé, mais c'est plutôt au niveau des professionnels de santé que ça bloque, donc médecins, pharmacie, laboratoire. Est-ce qu'il existe des flyers qui sont destinés à ces professionnels comme ceux qui sont faits pour les usagers? Donc moi, la première chose que je vous invite, c'est déjà à aller regarder sur la page de l'ANS qui est dédiée à mon espace santé. Vous allez retrouver un certain nombre de documents qui sont destinés aux professionnels. Donc, justement, s'il y a besoin, vous avez des documents qui sont déjà à disposition de la part du national. Mais du coup, j'en profite vu qu'on a avec nous Jérôme. Jérôme, est-ce que tu peux parler peut-être des autres outils que tu as mis à disposition? Alors oui, alors nous on a la chance d'avoir au grade Nouvelle-Aquitaine une plateforme de formation qui s'appelle ELEA+, et dessus on y met à disposition des ambassadeurs toute la documentation officielle, toutes les informations, des témoignages de professionnels, des témoignages de patients, tout un outil pour aider l'ambassadeur à mener son action au quotidien. Donc à partir du moment où on rentre dans le réseau des ambassadeurs, il y a cette accessibilité à cette plateforme et bien sûr nos contacts à nous s'il y a besoin d'avoir un petit peu plus. On a mis à disposition aussi des PowerPoint de présentation s'il y a besoin pour faire des présentations de mon espace santé. Donc on a mis toute une batterie d'outils à disposition de l'ensemble des ambassadeurs. Et après, on a aussi à côté une plateforme Roléa qui permet de mettre en valeur toutes les actions qui sont menées sur le territoire et qui vont permettre aux gens aussi de voir un petit peu ce qui se fait un peu partout. Voilà sur quoi on a travaillé pour que vous ne soyez pas tout seul dans vos actions. Donc voilà, donc du coup, IESA vient de mettre justement un des liens pour les professionnels de santé libéraux. Donc n'hésitez pas à aller consulter. Donc là, c'est sur la page de Mon Espace Santé, vous allez retrouver des outils de communication qui sont du national, mais allez voir aussi les cordeaux en région, puisqu'en fait, ils ont des outils en complément et vous pourrez bénéficier d'un appui si besoin. Et d'ailleurs, je le précise parce que c'est sur les diapos suivantes, vous avez toujours en fin de présentation des Didnutu un rappel sur les outils qui sont mis à disposition par le national. Donc, il y a les séquences du Didnutu, il y a aussi les newsletters, il y a les pages de Mon Espace Santé. Vous allez avoir aussi une plateforme de e-learning qui aborde Mon Espace Santé, mais pas que, puisque, par exemple, le mois dernier, c'était les sujets autour de la cybersécurité. Donc, si cela vous intéresse, c'est une plateforme de formation gratuite. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire et à faire vos formations, en fait, à vous monter en compétences. Donc, voilà, ça, c'est le dernier point. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions pour vous. En tout cas, encore merci et bravo pour l'engagement. Du coup, avant de finir, je vous propose de relaisser la main à l'assurance maladie pour répondre aux questions-réponses qu'on a reçues la dernière fois. Donc là, je ne sais pas qui prend la main. Séverine, Yesa. C'est Yesa.
Ouais, alors effectivement, il y a eu plusieurs questions. Donc il y en a il y en a 4 à peu près. Donc la première est sur les ouvertures sans activation de mon espace santé. Et le but, c'est de savoir si un professionnel de santé peut quand même alimenter, voire consulter le DMP, même sans le consentement de l'usager. Donc oui, les professionnels de santé, ils peuvent alimenter et consulter le DMP d'un patient, même si celui-ci n'a pas activé son profil Mon Espace Santé. Par contre, concernant la consultation du DMP, voilà, le professionnel de santé ne peut pas le faire sans avoir eu le consentement du patient au préalable. Donc, à savoir, donc là pour la deuxième question, c'était au sujet des personnes avec l'aide médicale d'État. Euh, Qu'en est-il concernant la perspective d'accès par rapport au profil Mon Espace Santé? Donc, à savoir que pour les personnes avec l'aide médicale d'État, ils n'ont pas encore cette possibilité d'avoir accès à Mon Espace Santé. Pour les parents séparés, un seul ou les deux parents peuvent avoir accès à l'espace de leur enfant. Quels critères d'accès? Euh, Est-ce que, par exemple, un rattachement assurance maladie a un lien avec Mon Espace Santé? Dans le cas où les parents sont séparés à partir du moment où l'enfant est rattaché aux deux parents, donc ils peuvent tous les deux avoir accès au profil de leur enfant, donc à son profil Mon Espace Santé. Donc voilà. Et la dernière question, c'est au sujet des parents séparés. Étant donné que les parents ont accès au profil de l'enfant, la question se posait si le parent qui a l'enfant rattaché à son profil pouvait aussi avoir accès aux données de l'autre parent. Donc là, non. C'est-à-dire que les accès sont propres à chaque adresse mail où l'enfant est rattaché. Et donc, si le couple est séparé, l'un n'a pas l'accès au profil de l'autre parent. Et dernière question, donc j'ai lu quelque part les mots de DUI, dossier unique informatisé. Quelle est la différence avec le DMP? Donc à savoir que le dossier usager informatisé est utilisé dans les structures du médico-social. Et donc, elle sert à déposer des documents qui sont produits par la structure concernant, par exemple, les lettres de liaison, les comptes rendus ou les PAP dans le DMP. J'ai vu, il y avait une main levée. Elle a été baissée. Oui, bonjour. Mais c'est Nicolas. Voilà. Oui, excusez-moi, je tiens à réagir sur les parents partagés, enfin les parents séparés. J'avais déjà signalé ça lors du cadre de l'expérimentation de Mon Espace Santé, puisque c'est mon cas en fait. La problématique qu'il y a quand même sur ce système, c'est que les enfants sont liés à un seul numéro d'assurance maladie, souvent celui de la mère. Et si cette personne ne veut pas partager les droits, même si l'autorité parentale est partagée, il devient très compliqué pour l'autre d'obtenir de l'assurance maladie le partage de l'espace santé. Donc, ça devient un parcours du combattant. Donc, est-ce qu'il a été envisagé ou revu qu'à un moment donné, à partir du moment où les deux parents sont initialement identifiés avec le numéro enfin, les deux enfants sont sur les numéros des deux parents, l'espace santé soit automatiquement partagé au même titre qu'autre chose par les enfants, qu'il n'y ait pas un numéro d'INS qui soit prioritaire par rapport à l'autre, donnant droit à l'accès ou pas. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Alors, oui. Et d'ailleurs, je suis en train de regarder, puisqu'en fait, de mémoire, on avait justement sur le site de l'ANS un mémo qui explique la procédure, puisqu'en fait, il y a là, le cas, c'est par exemple un parent qui ne fait pas le nécessaire pour permettre au deuxième parent d'avoir accès aux informations liées à l'enfant. Et du coup, il y avait des règles qui étaient de passer justement par le service support. J'essaye juste de retrouver le mémo, mais Séverine, n'hésite pas. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. En fait, la solution qu'on propose, c'est que le parent qui n'arrive pas à avoir le partage du profil par l'autre conjoint contacte le 3422, qui est le support Mon Espace Santé, et après, bien évidemment, authentification, etc. Le 3422 a la possibilité de faire le partage du profil des enfants. Aujourd'hui, voilà. Je pense pas qu'il y a... C'était déjà le cas. C'était déjà le cas à mon époque, entre guillemets. Ça fait juste 3 ans, si vous voulez. Donc, j'étais obligé de faire ça.
mais j'avais relevé le fait que, déjà, les enfants étaient sur nos 2 numéros, et je ne suis pas tout seul en France à être comme ça. Hein. Donc voilà, c'était quand même plutôt logique qu'à un moment donné, s'ils étaient sur les 2 numéros, il n'y en ait pas un qui soit prioritaire à partir du moment où il n'y a pas une décision de justice, de garde, etc., et d'injonction, que en fait, de base, les 2 numéros soient prioritaires et il n'y ait pas de supériorité et qu'il y ait une équité, en fait. C'est pour ça que je demandais s'il y avait une évolution, parce que c'était une demande d'une certaine base, quoi. Voilà. Alors, il n'y a malheureusement pas d'évolution. Là, je viens de retrouver le mémo. Je vous remets en visibilité à tous le mémo qui sont les éléments de langage, justement par rapport à ça. Mais malheureusement, il n'y a pas d'évolution, sauf si, côté assurance maladie, vous avez plus de visibilité sur les évolutions produits. Merci. Je ne sais pas, j'ai entendu une voix, excusez-moi. Non. Je vois un retour. Donc, alors, concernant le replay, on a bien le replay du Dites-nous tout du mois d'octobre. Sur septembre, il est normal que vous ne trouviez pas le replay puisque nous avons dû annuler cette séquence. Donc, il n'y a pas de replay pour le Dites-nous tout de septembre puisque la séance a été annulée. Donc, voilà. Diapo suivante. On a encore une dernière question, je crois. Oui. Voilà, Liesa. Donc, après le décès d'une personne, au bout de combien de temps son espace santé est clôturé? Donc, le profil Mon espace santé de la personne décédée est clôturé et donc inaccessible pour les PS comme pour des personnes ayant les identifiants de la personne décédée. Donc, à savoir que depuis juillet 2024, nous sommes à jour sur l'ensemble des enregistrements des décédés qui sont désormais enregistrés au fil de l'eau pour clôturer les profils concernés et les données sont conservées du coup 10 ans. Donc là, on vous a mis voilà, un texte de loi qui précise un peu plus les éléments. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas. Non, il n'y a pas de questions. En tout cas, je ne vois pas de main levée. N'hésitez pas. Alors là, comme je vous l'avais évoqué, si, il y a une main finalement. Frédéric Etena. Oui, bonjour à tous. Concernant le partage au niveau des parents, par rapport aux questions qui étaient posées tout à l'heure, le parent qui a l'enfant en priorité qui peut activer le profil de l'enfant, il y avait un paramètre qui permet à ce parent de donner l'accès à l'autre parent, mais je ne retrouve pas ce paramètre. Alors, je suis coordonnateur en Martinique et je faisais une formation d'ambassadeur jeudi dernier et je leur ai parlé de ce paramètre. J'ai recherché ce paramètre, mais je ne le trouve nulle part. Ça a beaucoup changé ces derniers temps dans mon espace santé et je ne retrouve pas le paramètre qui permet à un parent de donner l'accès à l'autre parent. C'est vrai que c'est quelque chose qui me parlait, je crois, il y a quelques temps, c'était possible, mais je ne sais plus du coup. Il faudrait qu'on se renseigne avant de vous apporter la réponse. Si ça ne vous dérange pas de me laisser votre adresse mail et puis on vous apportera la réponse ultérieurement. Pas de problème. Oui, merci. Je vous l'écris dans la conversation. Oui, si ça ne vous dérange pas. Merci Très bien. bien. Merci beaucoup. Du coup, merci Nelsa. De rien. Du coup, j'en profite. Là, c'est pour vous remettre en visibilité. On voit qu'on a plein de profils différents. On a des usagers, on a des professionnels, on a des cordes, on a des structures. Donc, c'est génial. Donc, il y a beaucoup de documentation. Nicolas, vas-y. Excusez-moi, j'ai encore une question sur l'archivage des DMP, sur quelqu'un qui est décédé, vous le gardez 10 ans. Et on s'adresse à qui si jamais on veut accéder au DMP a posteriori dans le cadre d'une enquête, dans le cadre d'un procès ou quoi que ce soit? Alors là, oui. Lisa, alors, ouais. en fait, quand le décès du titulaire il est enregistré à l'INSEE, donc la clôture se fait automatiquement. Par la suite, en fait, les représentants légaux, voire les ayants droit ou les concubins ou les partenaires liés par pacte civil, font la demande de suppression des données qui sont présentes sur le MES du titulaire au DPO de la caisse d'origine du titulaire.
Donc, le DPO, en fait, je crois, c'est délégué à la protection des données de la caisse d'origine, du coup, de la CEPAM du décédé. Donc, par la suite, la demande, en fait, arrive donc, au niveau national, au service département transverse d'animation et d'appui des projets, qui transfère par la suite la demande aux médecins hébergeurs. Et puis, voilà. Donc, il faut faire une demande auprès de la caisse. Spécifique. Hein, je pense. Il faut faire une demande spécifique à la CEPAM d'origine de la personne décédée. Et ça, cette procédure, ce process, il est expliqué quelque part Non, il n'est pas mis en avant, il n'est pas. Non. D'accord. Et là, c'est quand même, ce serait quand même bien que ce soit mis en avant, non? Je pense pas que ce serait intéressant que les usagers, que les professionnels soient au courant en cas de litige ou en cas de problématique postérieure à décès. Bah, écoutez, on peut réfléchir, on peut en discuter au niveau national, pourquoi pas, oui, pour essayer de vous mettre en visibilité ce processus-là, oui. Ouais, parce que s'il y a pour un décès à l'hôpital, aujourd'hui, tout le monde sait qu'ils vont se retourner vers la direction de l'hôpital. Mais dans le futur, voilà, le dossier sera plus là, sera archivé, sera mis là, et voilà comment y accéder. C'est la grosse question. Que ce soit pour les usagers ou voilà, je me pose la question à titre individuel et à titre pro. Merci. Il n'y a pas de problème. On va en discuter au niveau national et voir ce qu'on peut faire pour vous apporter ces éléments-là sur un mémo ou un flyer plus détaillé. Merci. Du coup, Nikita, vas-y. Oui, je me permets juste sur ce sujet-là aussi de rebondir sur le sujet. C'est une demande aussi qui peut émerger parfois de la part des généticiens notamment, qui vont avoir un besoin d'accès aux données de santé de la famille. Donc pour l'instant, c'est des choses qui sont mises en avant via un questionnaire rempli par la personne qui consulte ce généticien. Mais du coup, un des cas d'usage qui est envisagé du coup côté généticien, c'est de pouvoir avoir accès au DMP des personnes de la famille et ou décédées avec leur accord. Enfin voilà, donc de ces réflexions-là. Donc ça m'étonnerait pas que vous ayez ce type de demande qui vous remonte prochainement. D'accord, merci pour ce retour. Et en fait, les outils qu'on vous met à disposition, ce sont des outils qu'on construit au fur et à mesure en fonction des retours qu'on alimente et qu'on met à jour. Donc, tout ce que vous nous transmettez, c'est autant de matière que nous, au niveau national, après, on peut creuser et développer, d'où l'intérêt aussi des expérimentations qu'on lance. Olivier, mais du coup, ça sera la dernière question, puisque je vois que le temps file. Ce n'est pas une question, c'est une réflexion. Olivier Doctin, donc le vice-président de France Asso Santé, les droits des usagers, que ce soit en numérique ou en dossier, c'est les mêmes. Ça veut dire que quelque part, aujourd'hui, si quelqu'un veut avoir accès à un dossier médical, que ce soit généticien, que ce soit qui que ce soit, ou dans le cadre d'un dispositif juridique ou d'une affaire, il y a aujourd'hui des règles qui sont établies par rapport à l'accès aux données en papier sur les dossiers médicaux. Je ne vois pas pourquoi il y aurait au niveau du numérique des dispositifs différents. J'espère quand même que quelque part, je peux comprendre qu'il y ait des difficultés, mais c'est quand même aujourd'hui les dispositifs qui sont existants, légaux et juridiques, qu'il faut appliquer, si je peux dire, au numérique. Mais je ne vois pas pourquoi on irait faire des choses différentes. Voilà, j'entends des choses qui non pas m'interpellent, mais qui me disent que quelque part, il y a quand même des situations difficiles. J'ai divorcé plusieurs fois en ce qui me concerne. J'ai eu des difficultés à l'époque à avoir les carnets de santé. Ça s'appelait les carnets de santé. J'ai fait appel à l'ordre des médecins par rapport et les ordres des médecins. Ils ont rappelé les médecins traitants et les choses se sont réglées avec les. Voilà. Et donc, il y a aussi des dispositifs qui existent de recours, qui sont des dispositifs classiques et qui fonctionnent très bien quand on réussit pas. Parce que j'ai fait partie des associations des parents divorcés, et quand on ne réussit pas à avoir des choses basiques, que ce soit l'école ou que ce soit les données de santé de ses enfants, qu'elles soient en numérique ou en papier. Voilà, je pense qu'il y a des règles, il y a des choses qui existent, il ne faut pas les réinventer les choses. Aujourd'hui, je vois des pratiques dans le médico-social. Je suis ambassadeur santé, je travaille sur comme les gens qu'on a eu tout à l'heure, très très bien. Je fais des ateliers d'activation avec la MSA. Et on s'aperçoit qu'au niveau du médico-social, voire même aujourd'hui, il y a non pas des dérives, mais des choses qui m'interpellent sur les pratiques d'ouverture ou d'activation. On pourrait peut-être penser que l'activation d'un dossier, c'est le patient qui l'ouvre, mais ça peut être la personne de confiance, et puisqu'il y a un dispositif légal qui existe de personne de confiance, que ce soit la personne de confiance qui puisse avoir accès aux données, au mon espace santé de la personne, puisque là, on est dans des dispositifs où il y a la traçabilité.
Mon souci à moi, c'est quand même, au travers de ce que j'entends, d'avoir toujours une traçabilité qui fait quoi sur mon espace santé. Et le DMP, c'est les professionnels. On sait qu'ils sont tous bordés, ils ont une carte professionnelle, et s'ils vont dessus, il y a une trace qu'on peut trouver. Mais sur mon espace santé, j'aimerais bien quand même qu'on soit encore assez vertueux sur la traçabilité et le respect des données de santé à tout le monde. Voilà ce que je voulais dire, juste pour terminer cette session. Pas de souci. D'ailleurs, ce que vous évoquez, c'est la notion de l'aidant. Et il y avait un projet de loi qui était justement parce qu'il nous manque un cadre réglementaire par rapport à cet aspect-là. Et en fait, tout a été un peu mis en stand-by avec l'arrêt du projet de loi de fin de vie, parce que c'était inscrit dans le projet de loi de fin de vie. Donc là, on est en attente en fait du cadre légal pour pouvoir mettre en place après la partie technique. Donc, en fait, tant qu'on n'a pas le cadre, côté, en fait, la traçabilité que tu évoques, justement, côté aidant et usager, on ne peut pas la mettre en place tant que le cadre n'est pas posé. Donc là, c'est les prochaines étapes qui sont prévues. Mais là, on est en attente. Donc là, je n'ai pas d'éléments de plus à t'apporter en séance. Et voilà. Je rebondis sur le monsieur qui a intervenu tout à l'heure avec Bob, en disant que dans le médico-social, c'est non seulement il faut avoir une carte professionnelle, mais il faut aussi avoir dans le réseau de la structure ou dans sa structure une identification, une adresse mail sécurisée qui permette à un moment de savoir qui est allé sur le dossier. Et aujourd'hui, il y a il n'y a pas beaucoup dans le médico-social de boîtes ou de structures qui ont à chaque professionnel de santé qu'on donné une adresse mail pour qu'on puisse savoir qui va sur le dossier. Au-delà de la carte professionnelle, c'est aussi l'assurance, l'INS et l'assurance que cette personne soit clairement identifiée dans les réseaux. Voilà, puis je m'arrête là pour... Mais merci de cette session, c'est toujours très enrichissant et très intéressant. Dernier point, il faudrait quand même que dans les agendas où maintenant il y a des rendez-vous, il puisse y avoir, comme il y a dans les établissements de santé, un petit rappel du rendez-vous. Parce que dans l'application mobile, il y a dans ce qu'on voit, il y a le rendez-vous du professionnel et puis il y a un petit carré bleu avec la date, mais c'est la date du mois, c'est pas l'année, parce que si c'est marqué 25, 25 quoi, 25/11, 25/12, 25, et comme on est déjà, voilà, je pense qu'il faudrait travailler à ce que ce petit cartouche, ça soit pas simplement le jour, enfin le jour du rendez-vous, mais que ça soit la date complète. Ça, ce serait plus facile pour lire pour tous les gens et éviter des boulettes de rendez-vous. Et j'ai fini. Merci. Très bien, merci. Alors, dernière vraiment question, parce que je la vois, c'est les directives anticipées. Je me permets juste de faire un rappel sur les directives anticipées. C'est juste à titre informatif, puisqu'en fait, on sait très bien qu'il y a un sujet par rapport aux directives anticipées. Il faut un document qui permet d'avoir justement un document signé. On n'a pas la signature qui est intégrée dans mon espace santé. Donc là, l'astuce, c'est on peut renseigner via mon espace santé et dans tous les cas, en fait, télécharger le document pour avoir la version avec tous les éléments. Donc voilà, ça, c'est des choses qui sont identifiées côté national. Ça fait partie des chantiers, des travaux qui sont en cours. Pareil, on sait que en fait, c'est ce qu'on voit aussi, c'est plus il y aura d'adoption, plus il y aura d'usage, plus on aura de remontées et plus nous, on aura aussi de visibilité sur les prochaines étapes, ce qui me semble important, prioritaire à mettre en place aussi bien au niveau côté produit. Et moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a un vrai sujet au niveau des organisations, parce qu'en fait, on se rend bien compte que ce n'est plus simplement que de la technique. Il y a des démarches, un peu ce qu'on évoquait juste avant avec Nicolas, qui rappelle comment on fait de formaliser les process. Parfois, ce ne sont pas des modifications de process, puisqu'en fait, les mécanismes sont déjà existants. Parfois, c'est juste les adapter pour dire, en plus de la version papier, on fonctionnait comme ça. Maintenant, en plus, il faudra faire cette démarche-là en parallèle pour avoir la partie Mon Espace Santé. C'est juste des mises à jour, mais en fait, il n'y a pas d'évolution dans les procédures. C'est plutôt des mises à jour d'apports complémentaires par rapport à ce qui existe. Et du coup, je vois que IESA vous a remis justement en visibilité tous les documents, mais c'est vraiment les documents qui sont sur les dernières planches. Donc là, vous avez la page générique de Mon Espace Santé où vous allez retrouver un certain nombre d'informations. Donc, je vous invite vraiment à y aller. Vous avez la diapo suivante, si j'ai bonne mémoire, concerne
le formulaire des remontées d'anomalies, parce que parfois on voit qu'il y a des soucis au niveau de l'application. Donc, il y a un formulaire qui est disponible sur le site de Mon Espace Santé, donc n'hésitez pas à les faire remonter. Quand vous voyez aussi des sujets autour des notifications, pareil, il y a un formulaire qui est dédié aussi, qui est disponible sur le site. Sur la diapo suivante, c'est la fameuse plateforme de formation que je vous ai évoquée. Donc là, ça vous permet de pouvoir vous former, sachant que là, c'est les premiers modules qui ont eu lieu donc, en novembre 2023, qui ont été ajoutés, mais que la plateforme s'enrichit. Donc, n'hésitez pas à aller. Ça va aborder des sujets autour de l'INS, ça va aborder le sujet du RPPS. Donc, n'hésitez pas à aller consulter cette plateforme si tous ces acronymes ne vous parlent pas forcément. Donc, voilà. L'autre information, c'est la newsletter. Donc, la newsletter, c'est pareil. N'hésitez pas à aller récupérer le support pour pouvoir vous inscrire sur la newsletter. Ça vous permettra d'être au courant des prochaines dates, des prochains webinaires, des prochaines expérimentations, les informations un peu clés du mois. Et puis, l'autre diapo, c'est justement, c'est ce que je vous disais en introduction, on a un premier rendez-vous, donc le 25 novembre, qui est un retour, c'est en fait le retour d'expérience finale sur l'expérimentation de la consultation de Mon Espace Santé en établissement sanitaire. Donc là, vous allez avoir la possibilité d'avoir des cas d'usage qui sont autour des urgences, mais pas que. Donc du coup, je vous invite vraiment à y participer. Et puis, le 19 décembre, vous allez avoir le retour final, mais cette fois-ci de l'expérimentation qui a été faite côté médico-social. Donc pareil, riche d'enseignements. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, je crois que c'est la dernière diapo. Il n'y a pas d'autres diapos. Je tiens à le préciser, on a une adresse générique qui est disponible sur le site de l'ANS. Pareil, si vous souhaitez contacter l'équipe nationale, n'hésitez pas à nous écrire. On essaiera de répondre au mieux à vos sollicitations. Si vous avez des doutes ou si ça peut attendre un dites-nous-tout, vous pouvez aussi poser vos questions comme vous le faites là en séance, nous poser directement lors de cette séquence. Et donc, merci encore à tous. Merci d'être restés encore pour ceux qui sont restés ces 17 dernières minutes. Et je vous libère et je vous souhaite une bonne journée. À vous aussi, merci. 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 Merci, au revoir. Merci, au revoir.